Voici mes liens d'intérêt avec des sociétés qui fabriquent des dispositifs de ventilation ou d'oxygénothérapie à haut débit et quelques compagnies pharmaceutiques. Et vous savez tous que la ventilation mécanique invasive, c'est quelque chose qui est parfois indispensable, parce que ça sauve des vies, mais le problème de la ventilation, c'est qu'elle va créer des lésions pulmonaires. Ça, on le sait. Et le problème, c'est que les lésions pulmonaires, elles sont issues d'interactions complexes entre des facteurs qui sont liés au patient et des réglages du ventilateur. Et une des manières d'arriver à comprendre ces interactions entre le patient et le ventilateur, c'est de revenir à la base, à l'équation du mouvement du système respiratoire, que vous connaissez tous, qui veut que la pression délivrée par le ventilateur, chez un patient ventilé de manière passive, elle va dépendre d'une pression de départ, qui est la pression alvéolaire téléexpiratoire, d'une pression résistive, qui dépend de deux facteurs qui sont le débit et la résistance, et d'une pression élastique qui dépend du débit multiplié par l'élastance, du volume multiplié par l'élastance ou du volume divisé par la compliance. Et si on fait un petit peu de maths, et c'est ce qu'a fait Luciano Gattinoni, c'est que si on multiplie une pression par un volume, on n'a plus une pression, on a un travail. Et donc on peut avoir un travail qui va être élastique statique, un travail résistif et un travail élastique dynamique. Et si on va un petit peu plus loin et que ce travail, on le multiplie par le nombre de fois qui va survenir par minute, on obtient, au niveau physique, une puissance. Donc on va avoir de la même manière une puissance élastique statique, une puissance résistive et une puissance élastique dynamique. Et si, par un jeu d'équations, quand on arrive à multiplier, à changer les variables par leur traduction en débit ou en volume, ou ainsi de suite, on peut arriver à cette équation, qui est une équation qui reprend tous les paramètres, et c'est ça, en fait, l'équation du mechanical power. C'est pas super simple à utiliser tous les jours. Juste le petit truc, j'ai du mal à le comprendre, c'est le multiplier par 0,098, c'est pour transformer les litres centimètres d'eau en joules, de manière à ce que ça soit exprimé en joules par minute. Je vous mets au défi de l'utiliser en pratique clinique quotidienne chez tous vos patients à chaque fois que vous modifiez le réglage d'un ventilateur. Alors comment on fait pour évaluer la puissance mécanique? On va d'abord commencer par évaluer le travail respiratoire par cycle. Et ça, on va le voir, comme je vous ai dit, un travail, c'est une relation entre pression et volume. Et ça, vous le voyez sur tous vos ventilateurs par une courbe pression-volume. Donc vous avez le patient qui a une insufflation, puis une expiration. Et ça, c'est affiché sur la plupart des ventilateurs. Sauf que cette courbe, elle n'est pas tout à fait vraie parce que, en fait, chez nos patients, on va mettre une PEP, une pression expiratoire positive, qui va recruter un volume. On ne mesure jamais ce volume recruté par la PEP. Et ce volume recruté par la PEP, en tout cas ce triangle gris, correspond ici à la puissance, au travail élastique statique. Et si on fait respirer le patient avec cette PEP, on va pouvoir définir sur une courbe pression-volume un travail élastique dynamique et un travail résistif. Et si on multiplie l'aire de ces polygones par la fréquence respiratoire, on va avoir une puissance mécanique. Donc ça correspond à ça, la puissance mécanique. Donc on part de cette équation extrêmement complexe à utiliser, et l'équipe de Gattinoni, qui est la principale équipe à avoir travaillé là-dessus, a réussi à simplifier en faisant quelques approximations pour arriver à cette équation, une équation un peu plus simplifiée, qui prend en compte la ventilation minute, la pression de crête, la PEP, le débit divisé par 6 et le tout divisé par 20, et puis ils montrent dans leur papier qu'il y a une très bonne corrélation avec la grosse équation que je vous ai montrée, avec une marge d'erreur qui est extrêmement faible, donc une très bonne précision. Et puis si on retravaille encore et qu'on essaie de simplifier, on peut arriver à avoir cette équation qui est plus simple, peut-être un peu trop simpliste, mais en tout cas qui est plus simple pour évaluer la puissance mécanique. Alors voilà, pour prendre des photos, noter sur votre téléphone, c'est pas simple. Heureusement, il y a des collègues à Amiens, Clément Brault et Johan Zerbib, qui ont créé une application gratuite sur laquelle vous pouvez accéder sur Internet, sur Google, vous tapez SDR Apps, et qui, dans sa prochaine version, qui va sortir dans quelques semaines, je n'ai pas de lien d'intérêt avec cette application qui est gratuite, encore une fois, va vous permettre de calculer le mechanical power avec les 3 équations que je viens de vous montrer. Vous rentrez les valeurs et puis vous avez la puissance mécanique et chacun des composants de la puissance mécanique. Donc c'est plutôt intéressant. Alors pourquoi évaluer la puissance mécanique? Parce qu'en fait, ça va être le reflet du VILI. Alors comment est-ce qu'on peut montrer ça? Grâce aux études animales. Donc, encore une fois, l'équipe de Gattinoni avait réalisé un travail sur des animaux avec des poumons sains, en infligeant à ces animaux, à ces poumons, un fort travail, une forte puissance mécanique.
qui était issu de 3 réglages différents, soit un très grand volume courant, soit une très grande fréquence respiratoire, soit une très grande PEP, mais vous voyez que la puissance mécanique était identique. Et en fait, il montre, en mesurant la poids du poumon, l'œdème pulmonaire, que l'œdème pulmonaire était similaire chez ces 3 groupes d'animaux qui recevaient un mechanical power élevé via des réglages du ventilateur différents. Donc le mechanical power permet d'évaluer l'œdème pulmonaire, ou en tout cas à puissance mécanique identique, le VILI, l'œdème pulmonaire, va être identique. Mais il y a des petits soucis. Parce que dans cette même étude sur les animaux, ils vont comparer également sur la gauche, les barres qui vont apparaître, un travail mécanique élevé et un travail mécanique bas sur la droite en fonction, et ils vont regarder également l'œdème pulmonaire. Et vous voyez sur ces courbes qu'il n'y a pas de différence. Donc en fait, sur des poumons sains, peu importe la puissance mécanique que vous infligez au poumon, il n'y aura pas de différence en termes d'œdème pulmonaire. C'est quand même un petit peu embêtant. Deuxième problème avec la puissance mécanique, c'est quel seuil. On aime bien avoir des seuils pour dire, voilà, on veut avoir moins de 30 cm d'eau de pression de plateau, on veut avoir un rapport PO2 sur FiO2 supérieur à 150 mm de mercure. Quel travail, quelle puissance mécanique on veut avoir. Donc, Claude Guérin avait récupéré et poolé les données de Accurasis, donc il comparait Curare versus placebo dans le SDRA et les données de Prozeva où c'était DV versus pas de DV dans le SDRA. Et donc chez près de 800 patients, ils avaient trouvé que la survie était plus basse quand la puissance mécanique était supérieure à 12 joules par minute. Et le problème, c'est que en poulant 2 grosses cohortes, Arisser Paneto a montré que lui, le seuil était plutôt à 17 joules par minute. Et puis il y a une autre équipe qui a, dans une cohorte de près de 400 SDRA, trouvé un seuil lui, à 20 joules par minute. Donc c'est pas évident de tirer des conclusions là-dessus. On ne sait pas quel seuil, à partir de quel seuil on est délétère. Autre problème, c'est l'effet sur le volume pulmonaire. Donc, je vous ai dessiné ici 3 radiographies thoraciques telles qu'on peut l'imaginer. Donc un poumon avec peu d'images radiologiques, un poumon avec moyennement d'images radiologiques, un poumon avec beaucoup d'œdème pulmonaire. Et on peut se dire que si on inflige une certaine puissance mécanique dans chacun des poumons, les effets ne seront pas les mêmes. Et donc c'est l'équipe de QMELO qui a réanalysé des données de 200 patients avec un SDRA, où ils trouvaient que la puissance mécanique n'était pas associée à la mortalité. En revanche, quand on normalisait cette puissance mécanique à la compliance du système respiratoire, qui est le reflet du volume pulmonaire aéré, ou on va dire au volume pulmonaire aéré au scanner, il y avait un effet sur la mortalité. C'était associé à la mortalité. Donc peut-être qu'il faut normaliser cette puissance mécanique au volume pulmonaire aéré. Mais c'est peut-être pas si simple que ça non plus, parce que dans cette autre étude, où je suis plus sur 5000 patients qui étaient issus de différentes études randomisées, d'études de cohorte observationnelle, qui avaient un SDRA, là on regardait le mechanical power qui était normalisé au poids prédit par la taille, donc à la compliance du système respiratoire théorique. Et vous voyez que chez les patients qui avaient un SDRA léger, il n'y avait pas d'effet sur la mortalité, alors que plus le mechanical power augmentait, plus la mortalité était élevée dans les SDRA modérés à sévères. Donc il faut peut-être aussi prendre en compte la sévérité du poumon que vous allez traiter et normaliser cette valeur de mechanical power. Ça commence à être compliqué là. Il y a aussi le problème du poids de chacun des composants du mechanical power. Donc, cette étude publiée assez récemment qui regardait ce qui se passait entre le bloc opératoire et quand le patient arrivait en réanimation, chez plus de 2000 patients. Vous avez ici en pointillé, c'est la fréquence respiratoire qui au bloc opératoire est à 12 cycles par minute. Vous voyez que dès que le patient arrive en réanimation, on monte la fréquence respiratoire jusqu'à 16-17 cycles par minute. Alors pourquoi on fait ça? Parce que les patients étaient ventilés au bloc opératoire avec un volume courant de 8,5 minutes par kilo de poids prédit par la taille. Et puis dès qu'ils arrivent en réa, on baisse le volume courant. On arrive à peu près 7 millilitres de poids prédit par la taille. Et globalement, sur toute la population, ils sont amusés à calculer le mechanical power. Le mechanical power était identique entre avant et après. Sauf qu'ils ont aussi regardé ce qui se passait chez les patients chez qui le mechanical power augmentait. Et vous avez ici le risque de mortalité qui va augmenter quand vous modifiez les réglages du ventilateur et que le mechanical power augmente, vous avez une augmentation de la mortalité. Ok, ça va bien avec le concept de puissance mécanique et de lésions pulmonaires induites par la ventilation. Et quand on regarde les différents composants de ce mechanical power, le volume courant, la pression motrice et la fréquence respiratoire, ils arrivent à montrer par des modèles statistiques très complexes que 90% de la mortalité attribuable à l'augmentation de la mortalité suite à l'augmentation du mechanical power était due uniquement à la fréquence respiratoire.
Donc probablement que cette augmentation de la fréquence respiratoire est délétère. Autre problème, c'est mon mechanical power est élevé, qu'est-ce que je fais? Parce que si je bouge ma fréquence respiratoire, si je baisse ma fréquence respiratoire, il va falloir que j'augmente mon volume courant, ça va avoir un effet sur l'élastance. Si je baisse mon volume courant, il va falloir que j'augmente ma fréquence respiratoire, ça peut générer de l'autopep, ça peut modifier mon élastance. Donc en fait, le problème du mechanical power, c'est qu'on ne sait pas bien ce qui va se passer quand on va bouger un composant, risque de faire évoluer et de modifier les autres. Dernier problème, c'est quels sont les effets de la baisse du mechanical power. Je vous ai montré dans l'étude au bloc opératoire et en post-opératoire, on change les réglages du ventilateur. Ce n'est pas anodin, je pense que les cliniciens ne se sont pas dit on va appliquer un protocole strict, ils ont ajusté les réglages aux patients. Donc oui, quand on ajuste les réglages et que le mechanical power augmente, c'est associé à la mortalité, mais il doit y avoir une raison sous-jacente qui pousse les cliniciens à modifier les réglages du ventilateur. L'autre question corollaire, c'est est-ce que si on baisse le mechanical power, on va faire diminuer la mortalité. Et ça, on ne sait pas, et ce n'est pas des études de cohorte qui permettront d'y répondre, ce seront des études randomisées et contrôlées, qui n'existent pas à l'heure actuelle. Alors, est-ce qu'il n'existe pas un indice plus simple? Ça, c'est l'équipe de Marcello Amato qui a trouvé cet indice sur une base de près de 4500 patients avec un SDRA. Ils ont regardé les facteurs associés, enfin le risque de mortalité ajusté en fonction de la fréquence respiratoire en bleu. Vous voyez que plus la fréquence respiratoire augmente, plus la mortalité est élevée. Et plus la pression motrice, il aime beaucoup la pression motrice, plus la pression motrice augmente, plus la mortalité est élevée. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est un peu simple, ça, fréquence respi, pression motrice, est-ce que c'est pas un indice trop simple? Il n'y a même pas le volume. Alors je vous rappelle juste que la pression motrice, c'est le volume courant divisé par la compliance du système respiratoire. Et que Gattinoni, en 85, avait montré que le volume pulmonaire aéré, matérialisé ici en vert, était corrélé à la compliance du système respiratoire. Donc en fait, cette compliance, c'est un reflet du volume pulmonaire de fin d'expiration. Et donc on pourrait remplacer dans cette équation simple que la compliance par le volume pulmonaire de fin d'expiration, qui fait que la pression motrice, c'est un reflet du volume courant, le volume qu'on va mettre dans le système respiratoire sur la taille du poumon qui peut recevoir ce volume. Et donc ça s'appelle le strain. Donc la puissance mécanique est un reflet du strain. Et donc si on multiplie la fréquence mécanique ou si on ajoute la fréquence respiratoire à ce strain, on a un indice qui physiologiquement a un sens. Et donc dans cette cohorte, ils ont observé, ils ont calculé le mechanical power, ils sont aperçus que oui, le mechanical power est associé à la mortalité en tant que variable continue, mais que dans ce mechanical power, c'est principalement la composante élastique dynamique, c'est-à-dire liée à la pression motrice, initialement le polyèdre rouge que je vous avais montré, qui est associé à la mortalité et pas les deux autres. Et donc ils ont créé un indice qui est le 4dP plus RR, 4 fois la pression motrice plus la fréquence respiratoire, et ils ont observé que cet indice était associé à la mortalité. Et par rapport à la puissance mécanique, il prédit la mortalité, il associait plus fortement la mortalité que la puissance mécanique. Donc, est-ce que ce n'est pas plus simple d'utiliser cet indice, qui a que 2 variables, plus facile à calculer, et quel est son effet sur la mortalité? Alors ça aussi, là on est sur des modélisations statistiques un peu complexes. Vous avez sur l'axe des X le volume courant en millilitres par kilo de poids prédit par la taille, et en axe Y, la fréquence, enfin, le risque de décès. Le risque de décès, on va dire, basal étant à 1. Ils ont pris comme exemple un patient qui a une compliance de 14 ml par centimètre d'eau, et vous savez, quand on va modifier le volume courant, pour maintenir la même PaCO2, il va falloir monter la fréquence respiratoire. Donc ils ont dessiné là en orange une courbe isocapnique, qui veut dire qu'à tout point, à chaque volume courant, il va falloir augmenter la fréquence respiratoire pour modifier la fréquence respiratoire pour garder la même PaCO2. Et en prenant cet exemple d'un patient qui a une pression motrice de 25 cm d'eau, une fréquence respiratoire de 30 cycles par minute, si on calcule 4dP plus RR, on a 138. Et si on veut baisser la pression motrice, qui est très élevée, le seuil défini comme étant à augmentation du risque de mortalité étant à 15, on va baisser le volume courant pour avoir une pression motrice plus basse, et donc il va falloir monter la fréquence respiratoire jusqu'à 45 cycles par minute. C'est énorme, pas sûr que beaucoup d'entre nous fassions ça en pratique clinique, et quand on calcule le 4dP plus RR à ce moment-là, on voit qu'il est plus bas. Et sur cette courbe qui va modéliser le risque de mortalité, vous voyez que ce deuxième point est plus bas que le premier, donc ça veut dire qu'il y a un effet favorable de la baisse du volume courant qui entraîne une baisse de la pression motrice. Et malgré l'augmentation de la fréquence respiratoire, on va avoir un bénéfice chez ce patient. Autre exemple, chez ce patient qui a une compliance à 35 litres par centimètre d'eau, une pression motrice de 12 cm d'eau, une fréquence respiratoire de 25 cycles par minute, c'est-à-dire un 4dP plus RR à 73.
Si on baisse le volume courant, qui est un peu plus de 6 mètres de poids kilo, 6 mètres par kilo de poids prédit par la taille, jusqu'à à peu près 4,5 millilitres de kilo de poids prédit par la taille, on va devoir augmenter la fréquence respiratoire jusqu'à 40 cycles par minute. En décomptant la pression motrice a baissé à 9 cm d'eau. Sauf que le 4DP plus RR chez ce patient, si on veut rester sur la même courbe isocapnique, va augmenter de 73 à 76, et vous voyez que le risque statistique de mortalité va augmenter. Donc, chez ce patient, on a un effet défavorable de la baisse du volume courant lié à l'augmentation de la fréquence respiratoire. Donc, en conclusion, mechanical power, c'est une équation qui est quand même complexe, qui semble associée au VILI sur le poumon pathologique. Et il y a des questions actuellement non résolues. Est-ce que c'est intéressant chez tous les patients ou que chez les patients les plus sévères? Quel seuil est-ce qu'il faut utiliser? Est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent de le normaliser? Mais le problème, c'est qu'en normalisant, on complexifie encore plus les choses. Et si on le normalise en fonction de quoi? En fonction du poids prédit par la taille, de la compliance du système respiratoire du patient. Et si oui, à quel PEP? Est-ce qu'il faut du coup recalculer quand on va changer la PEP, modifier la compliance, recalculer un mechanical power normalisé? Est-ce qu'il faut normaliser son scanner? Mais personne ne mesure le volume pulmonaire au scanner à part Gattinoni. Et qu'est-ce qu'on fait si ce mechanical power est élevé? Quels paramètres il faut modifier? Et du coup, qu'est-ce qu'il faut recalculer? Est-ce qu'il faut renormaliser par la suite? Est-ce qu'il ne faudrait pas, au contraire, utiliser un indice qui soit plus simple, comme le 4DP plus RR? Ça donne des informations à peu près similaires. C'est quand même drôlement plus simple à calculer. Je vous remercie pour votre attention.